Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. Alors les mobiles, je les cite quand même parce que forcément ils sont intervenus. On peut dire en gros que Kennedy s'est mis tout le monde à dos. Il annonce: je vais dissoudre la Réserve fédérale américaine. C'est l'organisme qui imprime les billets, etc. Ça supprimait beaucoup de possibilités de magouilles financières, d'endettement, etc. qui plaisaient beaucoup aux banques. Donc déjà, tous les banquiers étaient contre lui. Deuxième chose, il avait dit: avant Noël, on aura liquidé le problème de Castro. Donc, il avait préparé l'opération la plus importante de débarquement depuis le débarquement de Normandie en 1944. Cette opération s'appelait Homeworld. Il s'agissait du plus grand mobilisation de forces de débarquement depuis Overlord en 1944. Il a dit à Kennedy: est-ce que vous êtes prêt à faire un débarquement de très grande envergure dans les 24 ou 48 heures après le putsch? Khrouchtchev avait dit: si jamais vous essayez de renverser le régime de Castro, nous déclenchons une attaque nucléaire sur les États-Unis, et c'était vrai. Donc, le problème de Kennedy, c'est que tout de suite après le coup d'État, il aurait envoyé une force multinationale avec des États d'Amérique latine, plus l'armée américaine qui serait venue à Cuba. Ça, c'était le plan Homeworld. Il fallait que Castro donne des signes de paix avant le 30 novembre, et sinon, le 1er décembre, on déclenchait Homeworld. On ne peut pas comprendre l'assassinat de Kennedy si on ne comprend pas ça. Les gens qui ont assassiné Kennedy, je le dis tout de suite, comme ça on le saura, les gens qui ont assassiné Kennedy étaient un petit groupe. Ce n'étaient pas des gens, ils étaient très riches, mais ils étaient peu nombreux. Donc, ils savaient que s'ils assassinaient un président des États-Unis, il y aurait une chasse aux tueurs sans précédent. Donc, il fallait que le gouvernement américain étouffe l'affaire. Comment obliger un gouvernement qui n'est pas dans un complot à étouffer un complot, une fois qu'il a eu lieu? Eh bien, c'est très simple. Il faut que l'on ait utilisé dans ce complot des gens qui sont impliqués dans une affaire tellement énorme et tellement secrète que le gouvernement est obligé d'étouffer votre crime. Les comploteurs qui ont tué Kennedy ont utilisé des gens de la mafia, des traîtres de la CIA, c'est-à-dire ce qu'on appelle des agents dissidents de la CIA. La CIA n'a jamais cherché à assassiner Kennedy. Des mafieux, bien sûr, qui eux en voulaient à Kennedy, qui leur menaient la vie dure, et les pétroliers texans qui avaient beaucoup à perdre avec les taxes sur le pétrole, avec l'arrêt du début de la guerre du Vietnam qui pouvait leur apporter, puisque les pétroliers texans sont en même temps les plus gros actionnaires des industries d'armement. En plus, il allait faire la paix avec Khrouchtchev, la détente. Donc on allait supprimer la moitié des contrats d'armement. En plus, il allait renverser ou faire la paix avec Castro, ou renverser Castro, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de crise cubaine. Pour eux, ils perdaient tout. Et en plus, on leur faisait une taxe sur le pétrole. Donc les pétroliers texans ont dit: nous, on finance tout projet d'assassinat de Kennedy, pas de problème. Ils le font pas, mais on le finance, ça coûte cher. Les mafieux, eux, le frère de Kennedy, Bob Kennedy, qui était ministre de la Justice, pour la première fois depuis 1945, leur menait la vie dure. Le FBI n'embêtait pas la mafia. Pourquoi? Parce que le directeur du FBI, Hoover, était lui-même homosexuel. La mafia, qui avait des photos, qui avait des films et des enregistrements, tenait Hoover. Vous ne nous embêtez pas. Et personne ne saura quelles sont vos aventures amoureuses. En 1960, quand le ministre de la Justice, pour la première fois... Le frère de Kennedy. Oui, le frère de Kennedy. Avec son frère John Kennedy, le nouveau président, il avait lui-même été dans des commissions anti-mafia. Maintenant que mon frère est au pouvoir et qu'il m'a nommé ministre de la Justice, on va en finir avec ces grandes familles mafieuses. Le parrain le plus important des États-Unis, c'était Carlos Marcello, le parrain de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi? Parce que la famille mafieuse de la Nouvelle-Orléans est la plus ancienne des États-Unis. La deuxième famille la plus puissante des États-Unis était celle de Rosselli et Giancana qui se partageaient Chicago. Il était associé au parrain du cinéma et de Hollywood à Los Angeles. Rosselli était le deuxième membre de la mafia qui avait beaucoup à gagner à éliminer Robert Kennedy. Et Robert Kennedy l'avait mis comme une cible prioritaire. Et le troisième, c'était donc Trafficante, si vous voulez, bien nommé, c'est un nom quand même assez étonnant pour un mafieux. Lui tenait la majorité des salles de jeu, etc. à Cuba, et il tenait toutes les casinos, etc. de Floride. Et il était associé avec le plus gros mafieux juif des États-Unis, qui était Lansky. Parce qu'il y avait des mafias pour chaque culture. Il y avait des mafias irlandaises, des mafias israélites, il y avait même une mafia texane. Robert Kennedy vise ces trois gros-là. Et ces gars-là, en plus, qui étaient, eux, associés, ils s'entendaient très bien, contrairement à New York où ils se tiraient dessus. Alors, Jimmy Hoffa, qui lui était le président des camionneurs, dit: moi je vais me le faire, ce Bob Kennedy. Il dit: on va foutre une bombe incendiaire dans sa villa familiale, on le fait cramer, d'accord ? Et on le finit au fusil à lunettes pour le cas où il sortirait en courant de la maison. Les autres mafieux lui ont dit: écoute, Jimmy, tu es un brave garçon, tu as toujours été un bon tueur quand il fallait nettoyer, mais il y a des méthodes plus subtiles. Si tu tues Robert Kennedy, d'abord nous, on t'autorisera jamais à toucher à sa famille. Ils ont des principes, ces mafieux. Donc tu trouves déjà une méthode, par exemple, sauter sa vie à toi. Alors il a dit: bon, bah je me foutrais des tireurs à lunettes. Ils ont dit: oui, bon, d'accord. Mais il dit: si tu tues Robert Kennedy, son frère, le président, nous enverra l'armée, s'il le faut, pour nous liquider.
Et une vengeance d'un président des États-Unis, c'est redoutable. Il faut qu'on trouve autre chose. Et c'est là que Marcello a prononcé une phrase historique. 3 hommes connaissent un secret, il suffit d'en éliminer 2, et le secret sera conservé. Les autres ont très bien compris, ça voulait dire, si vous voulez éliminer le ministre de la Justice, qui est notre ennemi, il faut éliminer son frère, le président. Soyons sérieux, si on envoie un gars avec lunettes noires, genre Blues Brothers, vous savez, chapeau noir, cravate noire, chaussures noires et lunettes noires, ce sera un peu trop signé, on dira bon c'est la mafia qui a fait le coup. Il a dit il faut trouver plus subtil. Vous vous rappelez comment j'ai renversé pour la CIA le dictateur de la République dominicaine. J'ai envoyé un tueur qui, après, que nous avons abattu tout de suite après, et qui n'était pas de la mafia justement, ni de la CIA, un type local, un dominicain. On lui a mis des tracts communistes, etc. On l'a fait passer pour un salopard de communiste qui avait tué le chef d'État dominicain. Vous vous rappelez que j'ai inventé une technique que vous admirez tous, qui est celle de recruter des orphelins en Italie ou en Sicile, que l'on forme à être tueurs. Comme ça, après, soit ils sont fiables, on les paye cher pour faire l'émission et on les réutilise puisqu'on les a formés, soit ils risquent de parler, on les élimine, et comme ils sont orphelins, jamais la famille viendra nous abattre par vengeance. Ok, c'est d'accord, seulement ils ont un problème. D'accord, Marcello, c'est génial ton coup, Carlos. Mais il y a un problème, c'est qu'une fois qu'on a fait le coup, là, comme c'est le président, on aura une infrastructure lourde. Il faudra franchir les sécurités du Secret Service et tout ça. Ils finiront par avoir des pistes. S'ils peuvent pas nous juger, ils nous enverront des tueurs qui nous élimineront, c'est clair. Marcello dit, mais vous inquiétez pas. Kennedy prépare de gros trucs pour Cuba. Ils étaient au courant de tout. Et par leurs copains de la CIA avec qui ils bossaient. Permindex était le lieu où était ce qu'on appellerait de nos jours le nouvel ordre mondial. Il y avait le patron de la Chase Manhattan Bank. Il y avait les patrons des plus grandes banques américaines et même anglo-américaines, suivez mon regard. Quelques grands mafieux comme Carlos Marcello qui siégeaient à Permindex. Et il y avait bien sûr Hunt qui en était le président et le propriétaire. Donc, fin 62, les mafieux ont à peu près un plan. Il dit il faut le buter avec un fusil à lunettes, mais il faut qu'on soit couvert après. Et c'est là, eux, ils ne peuvent pas obtenir cette couverture. Par contre, Hunt dit mais moi, je peux vous l'obtenir, la couverture. Mais comment il y avait cette connexion entre des mafieux et cette Texas Mafia qui était au fond des gens milliardaires de la haute société? Certains avaient même des origines de noblesse en Europe, etc. Du sang bleu, comme on dit. Eh bien, c'est tout simplement par la société Permindex, parce qu'ils siégeaient là-dedans, dans le conseil d'administration. Mais ça tombe bien, parce que notre poulain Johnson, lui, a besoin de tuer le président, et depuis 61, il cherche une ouverture pour faire un coup d'État. Parce que sinon, il va en tôle à cause des enquêtes que fait le ministre de la Justice sur ces magouilles de corruption. On va vous aider, chacun finance, mais c'est nous qui allons diriger l'opération. Parce que nous, on a les connexions que vous n'avez pas. Et Marcello, avec un dead, disent on ne demande pas mieux, parce qu'on n'a pas envie d'être à la tête. Si on peut avoir d'autres à la tête, on préfère. Le patron de l'opération, c'est l'homme de main de Johnson. Alors retenez cet homme, il s'appelle Cliff Carter. Cliff Carter est un homme qui fait partie des Johnson Boys, comme on dit, les garçons de Johnson. Johnson avait été très moderne en 1947. Il recrutait dans les grandes universités américaines. Il fallait que ça soit des gens brillants, qui soient prêts à vendre ou tuer père et mère s'il le faut, tout en ayant de très hauts diplômes, particulièrement en économie, en finance, etc. Bien sûr, il faut être dans des domaines utiles, comme on dit. Les 2 universités qui donnaient le plus de gens à l'élite politique américaine, c'était l'université du Texas et l'université de Yale. Il y avait 2 loges maçonniques qui étaient les plus puissantes des États-Unis, celles qui pouvaient assurer votre carrière, qui étaient les Friars et les Skull and Bones à l'université de Yale. 3 hommes importants qui vont jouer un rôle déterminant dans l'histoire des États-Unis. L'un, parce que c'est un tueur à gages de luxe, c'est le tueur de Johnson, il s'appelle Wallace, W-A-2-L-A-C-E. Alors Wallace, c'est quoi? C'est au fond un ingénieur supérieur. D'abord à l'université du Texas, et ensuite à l'université de Yale. Et à l'université de Yale, il est dans la même promotion qu'un certain George Bush. Henry Bush. Et alors, enfin Henry Walter Bush. Le père dont on a la célèbre photo. Le papa du génie des Carpates qu'on a eu au début des années 2000. Un ancien de Yale a retrouvé dans son cahier, qui était la publication interne de Yale, une super photo où on voit le staff qui, à l'époque, dirige la loge. C'est-à-dire qu'il y a le président de la loge dont j'ai plus le nom, et parmi ces 2 assistants, il y a Bush et un autre étudiant dont j'ai oublié le nom. Et il y a Wallace. Le 4e, c'est qui? C'est Wallace. Pourquoi? Parce que Wallace est ce qu'on appelle le frère de loge. Mais attention, il y a frère et frère de loge. Le frère de loge, ça veut dire qu'on a un parrain, on a des parrains. Dans les rituels, par exemple, d'initiation des Skull and Bones, quand on est accepté aux Skull and Bones, on a 2 frères de loge qui sont des frères de sang. C'est-à-dire que ces gens, pendant votre carrière, doivent même être prêts à risquer leur vie pour vous aider, et vous êtes prêts à risquer votre vie pour eux. C'est des dynasties. C'est des dynasties. Kerry qui était en face, qui était lui-même Skull and Bones. Et alors, les deux candidats. Voilà.
aux élections présidentielles. Et alors, faut le faire quand même. Donc, qu'est-ce que faisait Johnson, qui était un fin connaisseur? Dès 1947, comme il voulait conquérir la Maison-Blanche, c'était son objectif toute sa vie, il connaissait d'abord, il avait sympathisé avec Hunt. Et Hunt avait dit, mais ce gars-là, à la fois, excusez-moi le terme, il a des couilles, comme on dit, et en même temps, il a rien, donc je le tiendrai en main si je lui donne des moyens. Il sera à moi, ce qui est vrai. Bon, il est pris en main en 1946, en 1947, il est déjà sénateur, hein, donc ça montre que ça aide. Kennedy rentre justement là un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles. Non, parce que lui-même est dans une autre aristocratie, qui est l'aristocratie irlandaise. Tous ces gens-là, c'est des meutes de loups qui se bouffent entre eux. Et alors, Keith Carter va être l'homme de toutes les œuvres nobles et basses de Johnson. C'est lui qui gère le réseau de corruption. C'est lui qui s'occupe de Wallace, le tueur. C'est-à-dire que Johnson dit, ce type, j'en veux plus. Qu'est-ce que fait Carter? Il appelle Wallace et il dit, tu le tues. C'est que dans une autre réunion, il a aussi l'enregistrement où Carter et Johnson donnent l'ordre d'assassiner Kennedy. Donc, c'est prouvé. Maintenant, on a les preuves. On parle d'enregistrement, là. On ne parle pas de lui dire, etc. Alors, la procédure, il est décidé que l'on fera 3 opérations. L'une à Chicago, l'autre à Tampa, la troisième à Dallas. Donc, on se réserve 3 possibilités. Si l'une échoue, on en a d'autres. Les mafieux disent, OK, nous, pas question qu'on travaille ensemble. Chacun de nous va travailler dans sa ville. Donc, il dit, moi, je vous propose Dallas. On dit, OK pour Dallas. Et les pétroliers disent, bah ça va bien, parce qu'ils disent à Carlos, écoute Carlos, comme on est amis de longue date, en plus à Dallas, il y a un avantage, c'est que nous, on habite Dallas, donc on pourra t'aider encore plus que tu le crois, pas seulement financièrement. Les mafieux disent, nous, on ne fournira pas les tireurs. Ah. Il y a juste Marcello qui dit, moi, je peux avoir des tireurs totalement intraçables, et Trafficante et Rosselli disent, nous, on ne peut pas. Nous, nos tireurs, ils sont connus comme le loup blanc. C'est souvent des types qui travaillent à la fois pour la CIA et pour nous, des tireurs d'élite, etc. Cliff Carter dit, bah, écoutez, vous inquiétez pas. Il se trouve que nous, on a déjà dans notre complot avec Johnson, on a 2 appuis majeurs. L'un est Gary Lansdale, un général, c'est un général 3 étoiles, qui est le bras droit militaire de Kennedy pour organiser les coups d'État qui sont ensuite exécutés par la CIA. Alors je précise que Lansdale n'était ni démocrate ni pro-Kennedy, c'était un type ultra-conservateur qui, à mon avis, devait beaucoup plus aimer le Ku Klux Klan que Martin Luther King. Donc il a dit, bon, le président je l'aime pas mais je m'en fous. Et alors, il faut un type de la CIA. Ils s'aperçoivent qu'on a un républicain bon teint qui se présente d'ailleurs en plus au sénatorial, un certain George Bush. Il avait été non pas le seul architecte de la baie des cochons, mais un des 3 architectes. Un des anciens maîtres de la loge Skull and Bones, donc il a tous les appuis les plus hauts des États-Unis. C'est Bush et Lansdale qui sont nommés superviseurs. Alors le superviseur n'apparaît pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mouiller, si vous voulez. Eux, c'est comme les matheux, ils font les équations. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà l'architecture générale de la façon dont on va contrôler cette opération, et après les autres exécutent et font les choses techniques de terrain. Pour Dallas, on utilisera aussi des tireurs cubains, mais ils disent, comme Dallas, c'est la dernière ville possible, il faut à Dallas qu'on mette une équipe plus grosse, parce que si on en est à devoir faire quelque chose à Dallas, ça veut dire que ça a foiré à Chicago et à Tampa. Donc là, on ne peut plus se permettre d'échouer. Donc là, on met le double de tireurs. Les autres, c'était ce qu'on appelait un tir croisé. C'est-à-dire 2 équipes de tir, plus un 3e tireur qui tire pas sur Kennedy, mais fait du bruit pour faire diversion. Pour Chicago, il y avait un pigeon, d'accord? Pour Tampa, il y en avait un autre. Et alors, le pigeon de Chicago, c'était Valle. Le pigeon de Tampa, c'était un petit gars qui travaillait pour Eladio Del Valle, qui était un agent de la CIA cubain. Oswald, bon, tout le monde sait qu'Oswald, c'est le pigeon de Dallas. Alors, le 22 novembre, qu'est-ce qui se passe? Les Français ont un agent extraordinaire sur place à Dallas. Le chef français de la French Connection, là, de trafic de drogue. Donc De Gaulle dit, bon, c'est un truand, un trafiquant de drogue, mais n'y touchez pas, laissez-le tranquille. Et Mertz, en bon agent français, c'est un patriote, envoie ce qu'il sait. Alors il dit, il envoie un premier message, flash, rouge, en disant, et les preuves qu'un attentat, un complot énorme se prépare contre le président Kennedy. Il va être abattu à Dallas fin novembre. Il dit, un communiste sera accusé du meurtre. Et il envoie ça au ministère de la Justice, à Washington, au frère de Kennedy, et puis à ses chefs de la NSA. Et il n'a pas de retour. Voilà. Personne ne réagit. Il demande à ses chefs où est-ce qu'on en est. Alors le type dit, ben, t'occupe pas. Alors, il n'y a pas de sanction grave, mais ils font quand même un sale coup, c'est qu'ils l'internent dans une section psychiatrique de l'hôpital Reed de Washington, l'armée de terre, où il devra rester sous neuroleptique jusqu'à la mort de Kennedy. Et puis tout de suite après la mort de Kennedy, on le relâche. Sans sanction. Ça veut tout dire. De Gaulle était au courant, forcément, de l'assassin de Kennedy, et que visiblement, il a décidé de ne pas prévenir Kennedy. Kennedy, lui, s'en foutait, il n'y croyait pas. Parce qu'il avait cette espèce de crânerie
des fils à papa de la côte Est, il faut dire les choses comme elles sont, ils disent on touche pas à des gens comme nous on est l'aristocratie. C'est aussi simple que ça, ils l'ont shooté, quoi, tout simplement, comme ça. La réunion du 23. William Raymond, comme d'autres enquêteurs, c'est pas possible, c'est le président des États-Unis. Il a dit, mais attends, on est au Texas. Pour un Texan, il n'y a pas de président des États-Unis, etc. C'est, tu me fais chier, je sors le col, je te bute. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que tous les enquêteurs et les conspirationnistes se sont plantés. C'est très con pour eux, un type, un fils à papa irlandais de la côte Est, qui leur marche sur les pieds. En français, un politicard français ou un pétrolier français, il dirait c'est pas un petit PD comme lui qui va nous emmerder. Alors, on va donner maintenant le déroulement. Donner le déroulement directement. Donc, les tueurs sont arrivés dans les 4 jours précédents, sont installés dans des motels, certains dans une résidence de Hunt, où il les a hébergés pour certains d'entre eux. Que le lieutenant de Marcello sur place, qui tient une boîte de nuit appartenant à Marcello, le Carousel Club, qui s'appelle Jack Ruby, lui amène les armes avec une camionnette, d'ailleurs, qu'il utilise depuis des années pour les trafics d'armes, qui sera garée d'ailleurs sur la place au moment des tirs. On l'a sur les images, ça aussi c'est un petit scoop que je vous révèle. Marcello, pour se protéger, a le chef de la police criminelle, le lieutenant Fritz. Il a même le plan du service sécurité et du Secret Service. Et en plus, c'est lui qui sera chargé de l'enquête tout de suite après les tirs. Ça tombe bien parce qu'il travaille pour Marcello. Ils ont des cartes Secret Service, donc ils peuvent donner des ordres au FBI et à la police ce jour-là. Le dernier président avant qu'ils avaient visité longuement, c'était en 47. Donc ils ne savaient pas comment fonctionnait le Secret Service. Ils ne savaient rien. C'était des ploucs. On va directement au tir. On va au tir. Sur cette place, donc, place en forme de triangle. Vous êtes sur cette route, vous avez devant vous un pont ferroviaire avec 3 passages pour 3 routes. Vous êtes sur celle de droite, Elm Street. Vous avez Main Street, l'allée principale qui va tout droit au milieu, et puis Commerce Street là-bas. Ils mettent des 2 côtés du pont, sur les 2 parkings, de chaque côté, ils mettent des tireurs. Face au pont, vous avez un tireur qui s'appelle Frank Fiorini Sturgis. Un des plus grands, 2 plus grands, meilleurs tireurs d'élite de la CIA. À gauche, vous avez 2 tireurs. Vous avez un autre tireur d'élite de la CIA qui s'appelle Roscoe Rock White. Roscoe Rock White est un tireur d'élite qui a déjà à son actif probablement 2 chefs d'État qu'il a abattus à l'étranger. C'est un des meilleurs. Là, on parle de tireurs de très haut niveau. Et l'autre, le troisième ? Il est accompagné d'un type en uniforme de police, comme lui, on ne sait pas qui c'est, qui est son observateur. Ils l'ont engagé comme policier d'as, en uniforme, mais qui est chargé de détecter les faux papiers. Et c'est lui probablement qui a fait les fausses cartes de Secret Service. Lui, il a dit « je serai volontaire pour garder le parking ». Là, avec lui, toujours derrière cette palissade, sur 2 côtés de la palissade qui donnent vers la rue, il y a un deuxième tireur qui lui est un civil, Jack Lavrance, c'est son nom. Cet homme a été l'amant homosexuel, donc l'amant de Jack Ruby, le lieutenant de Marcello. Le contexte, vous voyez, c'est très local, c'est pas du tout... il faut pas croire comme dans les films qu'on a des types super... C'est des gars du coin, mais très bons tireurs. Et ils ont été recrutés par Wallace. Et alors, donc, Lavrance et Rock White, le type de la CIA, sont derrière cette palissade. Sturgis est devant vous, vous êtes dans la voiture depuis la ville, à gauche, et eux sont à droite. Maintenant, dans l'immeuble que vous avez passé, le dépôt de livres scolaires, qui marque le début de Elm Street, là. Au 5e étage, vous avez la fenêtre dont on dira que Lee Oswald a tiré de là. Et donc, il y travaille parce qu'on lui dit, après, on va t'envoyer à Cuba pour l'opération Hammer. Qu'est-ce que lui dit Jack Ruby, il faut que vous le sachiez, c'est que dans les jours précédents, il a dit à Oswald, ce jour-là, à 13h30, tu vas au Texas Theater, près de là où tu habites, dans la banlieue, à 12 km de là, dans Dallas. Et un type à moi de la police de Dallas qui travaille pour moi, qui s'appelle Tippett, va venir en bagnole te chercher au cinéma, il va rentrer dans le cinéma, et lui, il va t'emmener en voiture discrètement jusqu'à l'aéroport de Redbird. Il va t'amener à Mexico, où Phillips, un des grands chefs de station de Mexico, qui est ton vrai patron, lui va te donner tes ordres pour un World, on va t'envoyer à Cuba de là-bas. Oswald met dans son carnet, il dit je vais être célèbre, je vais être un grand agent parce que je vais partir faire une mission fondamentale à Cuba. Et il ne sait pas qu'il y aura l'attentat. À la place où on dira qu'est Oswald, en fait qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un tireur cubain qui est très fiable mais qui n'est pas le meilleur tireur d'élite. Mais on s'en fout parce que son rôle c'est pas de tuer Kennedy. Il s'appelle Herminio Diaz. Il a le fusil qu'on attribuera à Oswald. C'est un vieux fusil italien Carcano qui est une pétoire, qui en plus est déréglé. Et ce fusil... que Oswald, c'est pas celui d'Oswald, mais c'est le même modèle que Oswald a chez lui d'ailleurs, c'est vrai. Ce fusil, on lui dit, tu vas tirer, mais à côté, qui tirera vers le trottoir, hein, c'est juste pour faire du bruit. Comme ça, tout le monde va tourner la tête vers ce fusil. Et au même étage, mais de l'autre côté de l'immeuble, c'est-à-dire plus près vers la place, au même étage, il y a Wallace, le chef des tireurs, le tireur d'élite, qui lui tire avec une arme silencieuse. Et tous les tireurs auront ça, sauf Diaz, qui tirera avec l'arme attribuée à Oswald. Le pauvre Kennedy, il arrive... Il y a un premier coup de feu qui est tiré par Diaz. Et il n'y a qu'un garde du corps, qui est celui de Johnson, qui est 4 voitures derrière, qui lui ouvre sa portière, parce que lui, il a entendu, et son chef à la radio lui dit « bouge pas, ça ne te concerne pas ». Et maintenant, deuxième tir. Premier tir,
Donc, deuxième tir en total, mais premier tir qui va toucher Kennedy, il est tiré de la palissade devant vous. Celle où il y a le policier, Rock White, tireur d'élite en policier, qui lui tire le premier une balle qui touche Kennedy. Donc, elle rentre dans votre gorge et elle ressort dans votre dos. Kennedy, à cause de l'effet de choc et de recul, d'effet inverse, est légèrement projeté en avant et en l'air. Et la balle tombe d'ailleurs sur la banquette. Elle ne sera pas enregistrée comme pièce à conviction. On a enregistré, le Secret Service a enregistré la découverte de la balle, mais elle ne sera jamais mise comme pièce à conviction. Donc on sait que cette balle a été retrouvée sur la banquette, c'est celle-là. C'est la balle de White. Il essaie de se retourner, mais il n'y arrive pas. Et c'est pendant qu'il se retourne que Wallace tire de la fenêtre du 5e étage, à l'autre bout. On le voit sur la caméra, et on est en train de me tirer de là, de cette direction, du haut de l'immeuble, 5e étage. Donc la balle rentre sur mon aisselle, ressort par là, en faisant exploser 15 cm de ma 4e côte. C'est une balle meurtrière. C'est une balle de 30-30, c'est-à-dire 7,62 mm. Très gros calibre. Le troisième tir vient d'un immeuble qui n'est pas celui qui était sur ma droite, quand je suis passé devant le dépôt de livre scolaire, qui ne vient pas du dépôt de livre scolaire, mais de l'immeuble qui est juste derrière le dépôt de livre scolaire. Là, il n'est pas au 5e étage, il est au 2e étage. Deuxième étage américain, c'est-à-dire premier étage français. C'est tiré d'une société qui s'appelle Dallas Uranium and Oil Corporation. On me dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une société qui appartient à la CIA. Tous les tireurs qui ont des petits émetteurs, qui est équipé de ça, on a 2 observateurs de l'équipe de protection sur la place. Un type qui est en bleu de travail. Un autre, un Cubain, qui est sous le panneau routier, à côté d'un complice, Witt. Le Cubain s'appelle Orlando Bosch, l'autre s'appelle Witt, W-H-I-T. Lui, il a un parapluie, parce qu'au cas où les types aient des parasites dans la radio, lui, il va cadencer les tirs avec son parapluie. Et en même temps, faire un signe final du parapluie si jamais Kennedy est encore vivant pour signaler que la voiture doit s'arrêter. Ce qui semble impliquer que le chauffeur au moins était complice. La voiture s'arrêtera, ce qui est contraire au règlement. Ça, on le verra tout à l'heure. Des équipes très sérieuses qui ont réussi à traiter, avec des moyens très récents, les photos. La photo d'Adjan, on a pu extraire les silhouettes qui étaient sur cette fenêtre. Et on voit qu'il y a 3 personnes. On voit l'observateur, Martinez. On peut même dire qu'il a une manche relevée, d'ailleurs, des manches relevées. Il a un pullover à col roulé noir et il a les manches relevées. C'est pour vous dire qu'on a bien échantillonné l'image. À côté de lui, il y a bien Virgilio González. Et derrière, on voit la tête d'un homme dont on ne voit que l'empreinte des cheveux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ressemble à s'y méprendre à celle de Bush. Or, Bush avait une signature de calvitie très particulière et des oreilles. Il avait en particulier une oreille asymétrique. On verra que tout de suite, moins de 5 minutes après les tirs, Bush est arrêté par un policier en courant en sortant du Daltex Building. Formellement identifié. Et ensuite, on a 3 photos de lui où il discute avec les policiers devant le School Book Depository avec le général Lansdale qui est avec lui. Donc ça, c'est des preuves absolues, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est des preuves. Eux, ils tirent le 3e tir. Il a une voiture qui fuit devant lui, c'est le tir le plus difficile. C'est très facile pour ceux qui sont près du pont parce que la voiture vient vers vous, elle se rapproche. La balle frôle les cheveux de Kennedy. Elle va se loger vers le pont, sur la gauche du pont, près de Sturgis. Pas de bol, il y avait un témoin qui était là, Monsieur Tagg. Un pauvre gars qui avait garé sa voiture parce qu'il ne pouvait plus circuler, donc il était resté là sous le pont. Et lui, il se prend un éclat qui lui fait une balafre à la Scarface. Quatrième tir. Roscoe White, il a eu un incident de réarmement, c'est-à-dire que la balle est partie toute seule. Et donc, comme il était en train de faire la poursuite de la voiture pour pouvoir faire un autre tir, à ce moment-là, son fusil passait devant le panneau routier. Et cette balle va heurter le panneau routier. Le 5e tir est de nouveau un tir de Virgilio González. La balle se loge au-dessus du rétroviseur. Tir suivant, c'est le tir mortel. Et alors ce tir part de Sturgis qui tire, et lui il fait un tir à plus de 180 mètres. C'est un tir historique, je veux vous dire. Sa balle rentre dans le front de Kennedy près de la tempe, c'est-à-dire là, puisqu'on a une caméra. Donc comme la balle arrive comme ça, il part de là, mais en même temps il part légèrement vers la gauche, les débris. Donc il y a un petit morceau de crâne qui tombe sur le coffre, derrière la femme de Kennedy. Un tir immédiatement après qui est fait par Lawrence, il renonce à son tir et dévie son tir au dernier moment et on ne sait pas où il a abouti, on l'entend sur les enregistrements, il a été vu, la fumée qui partait, mais il est arrivé quelque part, on ne sait pas. Et puis après il y a encore un dernier tir, il y a un dernier tir de Diaz, de diversion, qui tombe contre le trottoir et c'est fini. Bon, non, tu nous racontes comment les tueurs vont se disperser, etc. Enfin, la radio leur dit c'est partir. chirurgical, on a tous les détails, les hommes qui s'assoient, celui avec le parapluie, qui s'assoit dans lui qui attend quelques secondes, les autres qui sont sortis de l'immeuble du poste scolaire, qui sont protégés par de faux agents de sécurité service et qui partent 15 minutes après en étant cherchés en voiture. Tu expliques très bien comment va se passer le transport à l'hôpital, l'autopsie, comment l'autopsie, il y a quand même une substitution extraordinaire qui a lieu en une minute, même en 30 secondes. Johnson dit, bon ben,
on va l'autopsier à l'hôpital militaire de Walter Reed. Là, ils avaient des gars à eux qui devaient enlever toute trace des tirs de devant, c'était prévu, etc. Bon. Madame Kennedy dit, mais non, parce que mon mari et moi, on allait toujours à l'hôpital de la Marine. Les gardes du corps, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le corps de Kennedy du cercueil, ils le mettent dans un petit cercueil en aluminium militaire qui est dans la soute. Il y a toujours un cercueil pour un cas où un des membres meurt. Hein. On voit le qui corps arrive à l'hôpital de la Marine où il est autopsié. Exactement au même moment où alors, le cercueil de bronze arrive à l'hôpital. Voilà. Et... Alors, l'information importante que tu attends de moi, l'autopsie, tout le monde la connaît, c'est-à-dire qu'on interdit aux chirurgiens de voir la direction des balles, etc. Enfin, on l'empêche d'autopsie. Robert Kennedy qui est en haut, il faut surtout qu'on ne puisse pas mettre en évidence qu'il y ait plusieurs tireurs, parce que sinon c'est la Troisième Guerre mondiale avec la Russie. C'est son frère, il aimerait le venger, mais lui il a dit je le vengerai plus tard. Là c'est l'intérêt des États-Unis qui joue, parce que si on dit qu'il y a eu un complot, on saura que c'est lié à l'opération Homeworld, c'est les mêmes gens qui sont dedans. Et à ce moment-là, c'est la Troisième Guerre mondiale, la guerre nucléaire avec la Russie, puisqu'on dévoile Homeworld. Robert Kennedy démarre une enquête secrète en même temps qu'il fait la commission Warren, c'est lui qui la met en place pour étouffer, pour mentir. Alors il ne pourra pas publier parce qu'il sera tué en 68 avant de pouvoir le dire. À côté de lui, il a le député Thomas, qui est un des députés les plus pourris du Texas, qui est un copain de Johnson dans son réseau de corruption, qui évidemment était au courant du complot, et qui lui fait un clin d'œil, et Johnson qui fait un grand sourire devant la veuve. Ouais, c'est terrible, c'est terrible, c'est une image terrible. Donc Oswald, c'est simple. On va résumer en 2 minutes. Son élimination. Oui, Oswald n'y est pour rien. Sa mère vit à l'époque avec le chauffeur de Marcello. Son oncle est un des principaux lieutenants de Marcello. C'est lui qui est le père de substitution d'Oswald, c'est lui qui va l'élever. Alors qu'on ne me raconte pas qu'il n'y a pas de connexion. Oswald, en sortant du cinéma, il y a Jack Ruby qui est devant l'entrée du School Book Theory et qui lui remet un revolver. Et il lui dit, on ne sait jamais, puis j'aurai des pépins, donc je t'ai préparé un petit P38 de poche, comme ça, c'est presque un cadeau gentil, tu vois, pour la route, quoi, un sandwich pour la route, ce qui est courant dans ce milieu. Bon. Et ce qui ne sait pas, c'est que le truc est limé. Il peut aussi tirer avec ça, la balle partirait pas de toute façon. Enfin, ça, il ne le sait pas. Et la voiture numéro 10, qui est celle de Tippit, qui a klaxonné et qui est partie, c'est pour lui dire, je vais au cinéma, tu me rejoins là-bas. Ouais. Tippit, entre-temps, est abattu parce que Tippit, pendant le trajet, écoute les radios. Et entend qu'on a assassiné le président de Kennedy et il dit je marche plus. Donc ils prennent l'homme au manteau noir, donc on n'est toujours pas le nom, mais on l'a en photo. Et c'est cet homme plus un autre qu'on ne connaît pas, probablement l'exilé cubain qui est dans l'église, là où sont toutes les équipes de tireurs cubains après les tirs, qui vont tout de suite en urgence assassiner Tippit. À ce moment-là, il y a un problème, c'est qu'on est bien obligé de le faire arrêter par les flics. Et comme ils avaient prévu plan B, le pistolet, c'était pour qu'au cas où ça marche pas et qu'il va s'arrêter, ils sortent son flingue, ils savent que Oswald va se défendre. C'est un agent de la CIA, faut l'oublier. Et Donald, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fout une mandale et il le ceinture. Et après, on le voit dire, il le tient toujours à la sortie. Absolument, il le porte comme un bébé. Il gueule, je suis innocent, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Et puis après, le pauvre Oswald, on dira que c'est lui. Voilà. Et comme il faut le liquider, et comme on a raté le coup, on dit à Ruby, tant pis, tu vas aller en tôle. Marcello lui dit, écoute, c'est simple, si tu veux pas que toute ta famille soit égorgée, tu le tues. Et Ruby, 2 jours après, le tue. Ruby, c'est finalement lui. C'est comme ça que ça se passe. Lui déclenche un cancer. 2 ans plus tard, il est plus là. La première enquête qui arrive près du but, elle est secrète. C'est l'enquête de l'ONI en 64. L'Office of National Intelligence qui avait Oswald comme agent. Parce qu'elle travaillait avec la CIA, donc il travaillait pour les deux. Eux, ils ont fait une enquête et ils disent tout de suite, dès 64, ils disent on sait que c'est pas lui, que c'est un complot. Bon. Billy Solestes, qui était lui-même inculpé dans cette affaire avant, qui avait fait de la prison, donc la témoigne sous l'immunité, et c'est lui qui monte les enregistrements et il dit voilà, Johnson a fait tuer Marshall, et maintenant je vais vous dire les 17 personnes qu'il a assassinées, et la dernière s'appelle Kennedy. Et il en amène la preuve, et là on a tout.